Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est dimanche, donc on se retrouve pour la vidéo crime et make-up, la vidéo où je me maquille en vous racontant une affaire criminelle. Donc comme on est en octobre, j'ai décidé de faire un truc un petit peu spécial. Donc je vais toujours me maquiller en vous racontant une affaire criminelle, mais cette fois ce sera les histoires vraies d'American Horror Story. Donc si vous avez jamais vu la série, bah déjà... qu'est-ce que vous faites? Enfin, regardez-la tout de suite. Mais si vous l'avez jamais vu, en fait, c'est une série d'horreur et chaque saison raconte une histoire différente. Et dans chaque saison, il y a des histoires qui sont basées sur des vraies histoires qui sont vraiment arrivées. Et donc, je vais vous les raconter. En général, il y a plusieurs histoires vraies par saison. Et donc, du coup, je vais à chaque fois choisir l'histoire la plus intéressante et celle où il y a le plus de choses à dire et en faire une vidéo. Et donc, ce sera tous les dimanches de ce mois d'octobre. Donc comme je vous l'ai dit, on va d'abord commencer par la saison 1 qui est Murder House. Donc dans la saison 1, il y a une affaire qui est super connue dans la vraie vie et c'est l'affaire du Dahlia Noir. L'affaire du Dahlia Noir, c'est l'histoire du meurtre de Elizabeth Short en 1947. Et dans la série, on la voit à l'épisode 9, donc elle porte le même nom, Elizabeth Short. Et c'est une patiente qui consulte Ben pour arrêter de séduire les hommes. Et on la voit juste après la consultation en train de coucher avec Moira, donc Moira la domestique, qui essaye de séduire Ben. Puis dans le reste de l'épisode, on a des flashbacks où on voit qu'en fait, elle a été tuée par son dentiste. Donc elle était en consultation, il l'a anesthésiée et il l'a violée pendant son anesthésie et du coup il a laissé l'anesthésiant trop longtemps. Et elle est décédée. Donc pour la vraie histoire d'Elizabeth Short, elle est née le 29 juillet 1924 et elle avait 4 sœurs. Son père était constructeur de golf miniature et avec le crash de Wall Street en 1929, la famille a perdu tout son argent et toutes ses économies. La famille était complètement ruinée et en 1930, la voiture de son père a été retrouvée au bord d'un pont et lui était introuvable donc... La police en a conclu qu'il s'était suicidé en sautant du pont et qu'il était tombé dans la rivière qui était en dessous. Suite à ça, sa mère se trouve à un travail de comptable pour réussir à subvenir aux besoins de toute la famille. À l'âge de 15 ans, Elisabeth subit une opération des poumons à cause d'un asthme sévère et de bronchites répétées. On lui conseille de passer ses hivers dans un climat plus tempéré pour limiter ses problèmes respiratoires. Et donc sa mère l'envoie passer ses hivers à Miami, chez de la famille. En 1942, la mère d'Elisabeth reçoit une lettre d'excuse de la part de son mari. En fait, il n'était pas décédé et il avait recommencé une nouvelle vie en Californie. Donc en apprenant cette nouvelle, Elisabeth part vivre avec lui et elle avait 18 ans à ce moment-là. La cohabitation entre eux est assez compliquée et donc elle finit par déménager en 1943, un an plus tard, et habite avec des amis à elle pendant un moment avant de retourner vivre en Floride où elle va rencontrer un officier de l'armée de l'air. Il se fiance mais il va décéder dans un crash d'avion. En 1946, elle retourne vivre à Los Angeles et elle se trouve un travail de serveuse. Donc elle habite dans une chambre qu'elle loue derrière une boîte de nuit à Hollywood. D'après les gens de son entourage, elle rêvait de devenir une actrice célèbre mais elle n'a jamais auditionné pour le moindre rôle. Le 9 janvier 1947, Elisabeth rentre chez elle après un petit séjour à San Diego avec Robert Manley, un homme marié de 25 ans. Donc il l'aurait déposée devant un hôtel où elle devait aller voir sa sœur et quelques heures plus tard, on l'aurait aperçue à 600 km de cet hôtel. Son corps a été retrouvé le matin du 15 janvier 1947, donc 6 jours plus tard, dans un quartier calme et peu fréquenté de Los Angeles. Elle était nue et son corps était coupé en deux. C'est une femme qui passait par là qui l'a trouvée pendant qu'elle se promenait avec sa petite fille de 3 ans, donc j'espère juste que la petite fille n'a rien vu. D'après l'équipe médicale, elle a été tuée environ 10 heures avant d'avoir été trouvée et son corps a été lavé. Elle avait un sourire de l'ange, c'est-à-dire qu'elle a été coupée donc des coins de la bouche jusqu'aux oreilles et elle avait des coupures sur les bras et sur les cuisses. Le bas de son corps se trouvait à 1 mètre du haut et il était disposé les jambes écartées et en fait les boyaux étaient proprement rangés à l'intérieur du bas du corps. Et le haut du corps avait été placé donc 1 mètre plus loin avec les bras levés et les coudes repliés. À proximité du corps, la police a retrouvé une empreinte de pas, des traces de pneus et un sac de ciment. L'autopsie révèle qu'il y a des marques de ligature sur ses poignets, ses chevilles et son cou. Son corps a été découpé en deux après sa mort, donc heureusement pour elle. Et elle avait des hématomes sur son crâne et elle saignait du côté droit. Donc les causes de sa mort, c'est l'hémorragie qui a été causée par le sourire de l'ange et aussi le choc qu'elle a reçu avec le coup à la tête. Donc elle aurait peut-être été violée, mais il n'y a absolument aucune trace de sperme qui a été retrouvée sur son corps. Son corps a pu être identifié facilement grâce à ses empreintes digitales, parce qu'elles avaient été enregistrées quand elle avait été arrêtée en 1943, quand elle était mineure pour consommation d'alcool. Donc dès qu'elle a été identifiée, un journaliste a appelé sa mère en lui disant que Elisabeth avait gagné un concours de beauté et qu'il souhaitait écrire un article sur elle, et donc l'interviewer. Et une fois qu'il a eu toutes les infos qu'il voulait, il a expliqué à sa mère qu'en réalité sa fille était décédée. Donc je trouve ça juste horrible d'avoir fait ça. L'ascenseur émotionnel de sa mère, elle devait être contente de se dire « Ouah, trop bien, ma fille
a gagné un cours de beauté, puis en fait, non, elle est morte. Donc cette affaire a été énormément médiatisée et Elizabeth a reçu le surnom de Dahlia Noire. Donc je sais pas trop d'où vient ce surnom, j'ai vu qu'apparemment ça viendrait du fait qu'elle portait tout le temps des vêtements noirs transparents, mais enfin je vois pas le rapport. Le 21 janvier 1947, quelqu'un appelle James Richardson, donc c'est l'éditeur du journal Examiner, et cette personne lui dit être le tueur d'Elizabeth, mais qu'il souhaite attendre un petit peu avant de se dénoncer à la police. Et il dit aussi que James va bientôt recevoir quelques petits souvenirs d'Elizabeth. Le 24 janvier, une lettre est envoyée à James Richardson et l'adresse est écrite avec des lettres de journaux qui sont découpées pour former les mots. Donc à l'intérieur de cette enveloppe, il y avait le certificat de naissance d'Elizabeth, des photos, des cartes de visite, des noms écrits sur une feuille et un carnet d'adresse qui appartenait à Mark Hansen. L'enveloppe a été nettoyée avec de l'essence, comme le corps d'Elizabeth, donc la police pense qu'il s'agit bien du tueur. Les empreintes partielles ont quand même pu être trouvées, mais elles ont été compromises pendant le transport, donc elles n'ont pas pu être analysées. Donc le même jour, à 3 km de là où le corps d'Elizabeth a été retrouvé, la police trouve un sac à main et une chaussure noire en suède qui ont aussi été nettoyées avec de l'essence. Donc on suppose qu'il s'agit de ceux d'Elizabeth. Le 26 janvier, James Richardson reçoit une nouvelle lettre et dedans il y a écrit: voilà, je me rends le mercredi 29 janvier à 10h. J'ai assez joué avec la police, le vengeur de Dahlia Noire. Et il y avait une adresse qui indiquait où est-ce qu'il fallait se rendre. Et la police s'est rendue sur les lieux, donc le 29 à 10h, mais personne ne s'est jamais présenté. À 13h, donc le 29 janvier, le journal reçoit une nouvelle lettre qui dit j'ai changé d'avis, vous ne me donnerez pas d'arrangement équitable, le meurtre du Dahlia était justifié. Un autre journal a aussi reçu des lettres de la part du tueur et l'une d'entre elles disait: je me rends si je prends 10 ans, n'essayez pas de me trouver. Donc, les enquêteurs ont aussi pensé que le tueur pouvait être soit un chirurgien ou au moins quelqu'un qui avait des connaissances médicales, parce que le corps a été découpé avec une grande précision et une personne lambda n'aurait pas pu faire ça. Donc en février 1947, ils obtiennent un mandat pour l'université de médecine de la Californie du Sud. Elle se trouvait à proximité du lieu où le cadavre d'Elizabeth avait été retrouvé. Donc ils ont demandé à avoir la liste de tous les étudiants, mais cette piste n'a rien donné. Le 14 mars, le tueur laisse une lettre de suicide qui dit « À qui de droit, j'ai attendu que la police m'arrête pour le meurtre du Dahlia Noire, mais ils ne l'ont pas fait. Je suis trop lâche pour me rendre, donc c'est la meilleure solution pour moi. Je n'ai pas pu m'en empêcher, désolé Marie. » Je trouvais aucune information sur qui était cette Marie. La police interroge Mark Hansen, donc le propriétaire du carnet d'adresse qui avait été trouvé dans l'enveloppe que le tueur avait envoyé aux journaux. Et en fait c'était une connaissance d'Elizabeth et il a confirmé que la chaussure et le sac qui avaient été retrouvés appartenaient bien à Elizabeth. Elle avait une colocataire et celle-ci a raconté à la police que Elizabeth avait refusé les avances de Mark et que du coup, peut-être que pour se venger, il aurait voulu la tuer, mais il a quand même été écarté de la liste des suspects. Plus de 150 hommes ont été interrogés par la police, mais ils ont tous été écartés de l'affaire. Il y a en tout 750 enquêteurs qui ont travaillé sur cette affaire et de nombreux lieux ont été fouillés à la recherche d'indices ou quoi que ce soit, mais absolument rien n'a jamais été trouvé. Une récompense de 10 000 $ avait été mise en place et c'était 10 000 $ donc de l'époque, qui valent maintenant 116 000 $, donc ça fait quand même un beau paquet. Et donc ça a été mis en place pour toute information qui permettrait de retrouver le tueur, et il y a énormément de gens qui sont venus avec plein d'informations qui étaient totalement fausses, et du coup ça n'a mené absolument aucune piste. Quelques mois après le meurtre, l'affaire est classée, donc moi personnellement je trouve que c'est quand même assez rapide. Je sais pas comment ça se passe normalement aux États-Unis, mais je trouve que c'est quand même hyper rapide. Le sergent Phineas Brown était un des principaux sur l'affaire et il accuse la presse d'avoir compromis l'enquête en médiatisant autant l'affaire et en donnant autant de détails et de faux rapports. En 1949, la police de Los Angeles passe devant un grand jury à cause de son inaptitude à résoudre de nombreux meurtres ces dernières années, donc en particulier ceux des femmes et des enfants, et y compris le meurtre d'Elizabeth. Donc suite à ça, il y a d'autres recherches qui vont être menées sur l'affaire, mais toujours rien. À cause de la notoriété de cette affaire, il y a 60 personnes qui sont allées voir la police en se dénonçant pour le meurtre d'Elizabeth pendant l'enquête. Et la plupart étaient des hommes, mais ils ont tous été écartés. Et au fil des années, il y a eu en tout plus de 500 personnes qui sont venues avouer le meurtre, dont des gens qui n'étaient même pas nés au moment des faits. Donc personnellement, je ne comprends pas pourquoi. Déjà, je comprends pas pourquoi on avoue un meurtre qu'on n'a pas commis. Et il y a aussi beaucoup de personnes qui ont dénoncé un de leurs proches comme étant l'auteur du meurtre, mais pareil, ces gens ont toujours été écartés, ça n'a jamais rien donné. Pendant un moment, la police a pensé qu'il y avait peut-être un lien entre le meurtre d'Elizabeth et une série de meurtres qui a eu lieu à Cleveland entre 1934 et 1938. Donc 12 victimes avaient été retrouvées démembrées, mais ils n'ont pas réussi à trouver de preuves qu'il y ait eu le moindre lien entre ces deux affaires. En 1991, Janice Knowlton affirme que c'est son père qui a tué Elizabeth. Donc au moment des faits, elle avait 10 ans et elle affirme qu'elle a vu son père battre à mort Elizabeth dans son garage. Et en 1995, elle va même sortir un livre là-dessus où elle va donner énormément de détails
mais les enquêteurs vont voir en fait qu'il y a pas de concordance avec les vrais éléments de l'affaire, donc pareil, son père est aussi écarté. En 2003, Ralph Asdell, qui était un des détectives de l'affaire, affirme qu'il est persuadé d'avoir interrogé le vrai tueur, mais qu'il a été relâché faute de preuves. La police ne sait toujours pas où était Elizabeth entre le 9 janvier et le 15 janvier, donc entre la date où elle a été vue pour la dernière fois et la date où elle a été retrouvée morte. Donc il y a 6 jours, on ne sait pas du tout où est-ce qu'elle était. Il y a pas mal de monde qui est allé voir la police en disant qu'ils l'avaient vue à tel ou tel endroit, mais à chaque fois ça a été prouvé qu'en fait ils ont juste confondu Elizabeth avec une autre femme qui lui ressemblait. Il y a eu énormément de théories sur cette affaire, mais jamais rien n'a été trouvé, jamais rien n'a pu être prouvé. Et voilà, c'était l'affaire du Dahlia noir, et j'espère que ça vous a plu. Moi personnellement je trouve ça juste hyper choquant qu'on n'ait jamais pu trouver le tueur, enfin surtout qu'en plus il communiquait avec les journaux, enfin voilà, je trouve que c'est un peu... Pour moi c'est un peu bizarre, enfin, j'ai du mal à comprendre comment on fait pour ne pas trouver les tueurs, enfin comment ils font pour ne pas laisser de preuves. Mais sinon j'ai trouvé cette affaire hyper intéressante et j'espère que vous aussi. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si c'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi me suivre sur Insta, c'est là que je suis le plus présente. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!